Bonjour, bienvenue parmi nous. Ce matin, donc, nous allons vous présenter un live avec Corinne Loy, notre invitée, sur la thématique de la voix. C'est une thématique importante en cette veille de rentrée, puisque ça va être un outil pour nous qui va nous servir toute l'année et toute notre carrière de manière générale. Donc, on va essayer de voir comment l'utiliser au mieux, comment la préserver ensemble. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître sur le chat, à poser vos questions, partager éventuellement vos inquiétudes si vous en avez. On aura l'occasion justement d'y répondre au fil de l'heure. Avant de commencer de présenter notre invité, je vous indique que vous avez la possibilité de gagner une tasse qui vous donnera des super pouvoirs d'enseignant. Pour ça, il vous suffit juste de taguer un collègue sur le chat, de l'inviter donc à regarder notre live. Il y aura 4 tasses à gagner, puis il y aura un tirage au sort par l'équipe de Être Prof. Donc, bienvenue parmi nous, Madame Loy. Bonjour Peggy. Merci beaucoup d'être venue. Mais c'était un grand plaisir. Et donc, pour vous présenter un peu, vous avez été chanteuse lyrique. Oui. Je ne sais pas pendant combien de temps. 20 ans. 20 ans. Ensuite, vous avez mené aussi un travail d'orthophoniste. En parallèle, en oui. Parallèle. À partir de la 10e année, en parallèle. Oui. D'accord. Et puis, vous êtes aussi chargée de prévention auprès de la MGEN sur le thème de la voix. Voilà. Donc, oui. Nous avons la chance d'avoir vraiment quelqu'un de spécialisé dans cet organe très précieux pour nous tous. Voilà. Alors, vous n'hésitez pas à vous faire connaître. On est là pour vous accueillir, pour être ensemble. Pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, on est là pour passer un bon moment ensemble en cette veille de rentrée. Pour commencer à entamer un petit peu le sujet, votre propos, c'est aussi de dire que la voix, c'est un double outil. C'est un outil d'enseignement, évidemment, puisque ça permet de faire la passation des savoirs, et un outil aussi de mise en relation avec les élèves. On entre dans la relation avec les élèves à travers la voix. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la voix permet bien évidemment la transmission des savoirs, mais la façon dont on utilise la voix est très très importante pour créer la relation pédagogique. C'est-à-dire que la voix permet d'installer une relation pédagogique de qualité lorsqu'on l'utilise correctement. Il est bien évident. On a même prouvé d'ailleurs qu'une voix bien placée, une voix saine, facilitait la réception des messages, facilitait donc en fait les apprentissages. D'accord. Donc cette dimension, on ne l'aperçoit pas toujours en fait, ce que vous venez de nous dire. On n'a pas toujours conscience. Non. Moi-même en fait en préparant ce live, ça fait 17 ans que je suis enseignante et je me suis rendu compte que je m'étais rarement posé des questions sur ma voix, son usage, etc. Donc c'est précieux de pouvoir en discuter aujourd'hui tous ensemble. Mais vous savez, en fait, la voix, c'est la trace sonore de nous-mêmes. Le regard et la trace qu'on laisse visuelle. On a l'odeur qui est la trace olfactive de nous-mêmes. On s'intéresse beaucoup à notre image visuelle. Ça, c'est quelque chose, il est rare que je ne pense pas qu'on traverse les âges sans se faire un examen devant la glace régulièrement. Et on ne s'occupe pas de la voix. Or, la voix est un outil puissant, un instrument, il faut mieux dire d'ailleurs instrument, c'est un instrument puissant de séduction. Comme effectivement, on peut mettre de la séduction dans je sais pas, dans son regard, dans sa coiffure, voilà. Eh bien, ça fait partie, en tout cas, de notre identité, de notre particularité et de notre présence. C'est ce qui témoigne aussi de notre présence au monde. Et les gens sont extrêmement, la plupart du temps, sensibles à notre voix. Oui. Tout à fait. Et les élèves, du coup. Voilà, et les élèves, bien évidemment. Comme les autres. Alors, on va dire bonjour à Lily, Maëva, Sarah et Meldy, bienvenue. Et bonjour. On va commencer par notre première grosse question qui va nous permettre de comprendre comment fonctionne notre voix. Et donc, en nous expliquant, si vous voulez bien, un petit peu cet organe phonatoire, cet instrument, comme vous dites, parce qu'en fait, on ne connaît pas tous très bien comment il fonctionne. Alors, il faut déjà comprendre plusieurs choses. Il faut comprendre qu'on parle, la voix, bien sûr, la voix c'est une fonction. La voix, c'est pas un organe. La voix, c'est une fonction qui est permise par ce qu'on appelle le corps vocal. Le corps vocal, ça va de là
littéralement jusqu'au pied, c'est-à-dire notre crâne jusqu'au pied, avec une importance considérable sur le torse, le cou et le visage. C'est-à-dire qu'en fait, l'appareil vocal fonctionne comme un klaxon à l'ancienne. Vous avez une poire à air qui va de là jusqu'au pubis à peu près. Vous avez ici, dans le cou, un vibrateur qui va permettre d'émettre un son. Et vous avez tout là-haut, dans notre visage, ce qu'on appelle les résonateurs, qui est le lieu de la résonance. Donc, grosso modo, ici, au niveau du torse, qui constitue un moteur aérien. C'est le moteur aérien de la voix. À cet étage-là, je vais préparer le son, je vais envoyer du souffle. Ici, au niveau du cou, eh bien, se trouve le larynx. Au niveau donc du larynx, il va y avoir le vibrateur que sont les cordes vocales, donc l'organe, les cordes vocales, qui vont donc vibrer à une certaine fréquence. Et ce signal sonore, pour devenir du langage, va avoir besoin d'être modulé par les organes de résonance que sont la bouche, les fosses nasales et ce qu'on appelle le pharynx, qui est une paroi qui se trouve tout au fond de la bouche. Lorsqu'on tire la langue, on voit une espèce de mur. Eh bien, c'est ce mur rose qui s'appelle le pharynx. Voilà. Et alors, plus précisément, voilà donc un larynx, cette espèce de monstre là que vous voyez, c'est un larynx. Cette espèce de chose, là, vous voyez, la trachée, c'est ici. Le larynx se trouve là. C'est-à-dire que ça, ce que vous voyez là, c'est la pomme d'Adam. C'est votre pomme d'Adam. La pomme d'Adam est ici. Donc, elle s'est très, très grandie, bien évidemment, très agrandie. Et donc, la pomme d'Adam étant ici, vous avez donc, elle est là, sur ma maquette, elle se trouve ici. Vous avez ici la glande thyroïde. Donc, on sait que les cordes vocales ne sont pas très loin de la thyroïde. Ça a des incidences au niveau de la santé, mais on y reviendra peut-être plus tard si on a un peu plus de temps. Et vous avez donc les cordes vocales qui se trouvent juste derrière la pomme d'Adam, qui sont au nombre de 2 à l'horizontale, derrière la pomme d'Adam. C'est pas 7 cordes verticales comme ça qui sont suspendues, on ne sait trop où. Ce sont 2 bourrelets musculaires qui font saillie à la paroi interne de la trachée. Donc vous voyez que le larynx poursuit la trachée se termine par le larynx, les cordes vocales se trouvent derrière la pomme d'Adam au nombre de 2 à l'horizontale, fixes à l'avant, mobiles à l'arrière, et elles vont vibrer, donc grâce à l'action de l'air pulmonaire, elles vont vibrer des centaines de fois par seconde. Alors chez la femme, on est autour de 220 vibrations par seconde chez la femme jeune, et chez l'homme, on est autour de 110-115. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une plus grande fatigabilité vocale chez la femme, une plus grande propension à développer des pathologies vocales chez la femme, parce que lorsque vous maltraitez votre voix 220 fois par seconde, vous avez plus de chances de développer une pathologie que lorsque vous maltraitez votre voix 115 fois par seconde. Il faut aussi savoir que la composition histologique des cordes vocales de la femme n'est pas tout à fait la même que celle de l'homme. Il y a certaines petites différences qui font qu'il y a vraiment une prévalence des pathologies vocales chez la femme. Et ça nous intéresse, nous, enseignants, parce que c'est une profession maintenant extrêmement féminisée. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut comprendre que, aussi, ce qui est très important, c'est que, bien évidemment, avoir une voix efficace, ça va être pouvoir construire un geste. On parle de geste parce que tout simplement, il va falloir coordonner ces 3 étages, et que avoir une bonne voix, c'est savoir coordonner ces 3 étages, la soufflerie, le vibrateur et le résonateur, savoir les coordonner de façon efficiente, de façon fine, pour que le geste soit facile et non pas forcé. Et c'est aussi connaître certaines choses sur les plis vocaux, qu'on appelle des plis, parce que ça forme des replis comme ça, qui se présentent comme ceci tout en haut de la trachée. Il faut savoir que ces replis, alors j'ai dit que ça s'ouvrait sous l'action de l'air pulmonaire, ça veut dire que tout simplement, l'air passe, les cordes vocales s'ouvrent très très rapidement, c'est 200 par seconde ou 100 par seconde, c'est énorme, 300 chez les enfants, et donc ça génère, vous voyez, cette ouverture très très rapide va générer ce qu'on appelle un stress mécanique. Alors là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais la composition histologique des cordes vocales est faite justement pour absorber les chocs, mais nous ne sommes pas égaux face à cette résistance. On n'est pas tous endurants, les uns, on n'est pas tous à égalité, nous ne sommes pas tous égaux. Alors d'une part, il faut bien comprendre que c'est fait pour absorber les chocs. Parler
va créer un stress mécanique, et il va y avoir justement des manières d'absorber ce stress mécanique dont on va parler. Et puis il faut aussi savoir que, ma foi, vous vous trouvez face à un organe qui s'ouvre et se ferme comme ceci, et qui laisse passer de l'air. Et en profondeur, on a du muscle, pas que du muscle, mais on a aussi du muscle. Je n'étale pas trop, mais enfin, c'est un muscle, voilà, qui va s'ouvrir, entouré, c'est très visqueux, ça aime l'humidité, c'est visqueux, et ça va s'ouvrir et ça laisse passer des choses de l'intérieur du corps à l'extérieur du corps. Et ça, c'est très très important de comprendre qu'on va être face à un organe on est dans ce mouvement constant d'intérieur du corps vers l'extérieur du corps, et c'est aussi le mouvement de la pensée qui est à l'intérieur de nous et qu'on va donner à l'extérieur de nous, et c'est quelque chose, ce va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, quelque chose à comprendre de très fin, qui est très important pour les enseignants, voilà, pour tous les parleurs, puisque les enseignants sont des professionnels de la voix, tout à fait. Donc c'est très très important, et donc il faut se comprendre, et c'est la deuxième chose capitale. D'abord, première chose, stress mécanique, et face à la charge vocale, notion de charge vocale, et ensuite, il faut absolument comprendre que nous sommes exactement face à quelque chose qui ressemble à l'anus, à la vessie, au vagin, aux narines, aux lèvres, au mamelon, c'est-à-dire un sphincter, qui va s'ouvrir pour laisser passer des choses. D'accord. Et donc, on sait qu'un sphincter peut serrer au-delà ou lâcher. Et chez les professionnels de la voix, notamment chez les enseignants, on a souvent des personnes qui arrivent avec un sphincter pas très tonique, c'est-à-dire un muscle pas très tonique, qu'ils vont tonifier de manière un peu hypertonique, c'est-à-dire avec le stress, avec l'angoisse de performance, etc., l'angoisse relationnelle, enfin bon, tout ce qu'on connaît de la vie de l'enseignant. Et puis, à force d'avoir serré au-delà, ça va lâcher, ça va serrer en deçà. Et là, on entre dans ce qu'on appelle un peu un type de... Enfin, on a de l'air qui passe sur la voix, voilà. Donc, il faut vraiment bien comprendre stress mécanique lié à une charge vocale. La charge vocale, c'est le temps de travail auquel est soumis l'organe, donc la charge vocale, et comprendre cette notion de sphincter qui est capitale, parce qu'un sphincter s'éduque, mais surtout un sphincter est en relation directe avec l'inconscient et avec les pulsions. Donc on est face à un organe qui est lié, qui est pulsionnel. Le bébé hurle, on attend le cri du bébé. Il n'y a pas d'ailleurs, les chats c'est pareil, tous les animaux, la mère attend le cri. Donc c'est quelque chose de pulsionnel, toujours. C'est très très pulsionnel. Alors on va juste dire bonjour à Steph, Pauline, Elodie. Et, bonjour. Bonjour Agathe. Et Lily qui demande si une voix bien préparée est plus sensible en hiver. Alors, je ne comprends pas bien la question. Est-ce qu'une voix bien préparée... Alors, pour elle, c'est quoi une voix bien préparée je ne sais pas si ça avait préparé. Une voix bien préparée... Peut-être que vous pouvez nous dire effectivement ce que c'est qu'une voix bien préparée. Et on va voir ensuite si il y a des périodes de l'année, je sais pas, en fonction des virus, etc., où on est plus sensibilisé. Alors, il faut savoir qu'effectivement, lorsqu'on est en surmenage ou en surcharge vocale, comme c'est le cas des enseignants, eh bien, à partir du moment où ils sont un peu fragilisés et qu'ils ont du mal à supporter la charge vocale, eh bien, on constate qu'effectivement, il va y avoir, avec la fragilité phoniatrique, c'est-à-dire la fragilité vocale, eh bien, on a souvent une fragilité ORL, donc bobo, rhume, angine, etc. On va avoir en même temps une fragilité ORL qui va bien évidemment prédominer l'hiver, quand on a froid, quand on risque d'attraper des rhumes, et aussi quand les enfants sont malades. Donc, la charge vocale et le fait de parler beaucoup sans savoir ce qu'on fait et avec un organe un peu fragilisé va effectivement favoriser les pathologies ORL. Attention, c'est pas la même chose. Pathologie phoniatrique, c'est pathologie de la voix. Pathologie ORL, c'est pathologie du nez, de la gorge et des oreilles. Mais c'est très courant, les premières années d'enseignement, d'être souvent malade. Voilà, et on s'y fait au fur et à mesure, on s'habitue. Exactement. Alors maintenant, si Lily demande, si pour elle une voix bien préparée, c'est-à-dire une voix
C'est-à-dire si vous avez l'habitude de faire des vocalises, de préparer la voix, si vous avez réfléchi sur le geste vocal, hein, et si donc vous avez une bonne technique vocale, hein, ou au moins des éléments de technique vocale, eh bien, on peut dire que ça va être très variable en fonction des gens. On sait que des éléments de technique vocale vont aider à supporter la charge vocale. Ça, c'est une évidence, on le sait. Hein, avoir réfléchi, avoir des éléments de technique vocale aide à supporter la charge vocale. Maintenant, il faut quand même aussi savoir que nous ne sommes pas égaux face aux pathologies ORL et que on peut supposer quand même que ça aidera, hein, étant donné que on sait que, ce que je viens de dire précédemment, la technique vocale protégeant la santé vocale, eh bien, enchaîne. Ça protégera. On ne génère pas cette fragilité. Voilà, indirectement, la santé ORL sera peut-être un peu plus protégée. Alors, justement, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer les bons gestes, comment prendre soin de sa voix, préserver sa voix, puisqu'on a Pauline qui nous dit qu'elle a dû gérer une extinction de voix l'année dernière au mois de novembre. Voilà, c'est vrai que c'est assez courant. Moi-même, par exemple, quand je reprends les cours, pendant la première semaine, j'ai mal à la gorge, quoi. Je rentre à la maison tous les soirs et j'ai mal à la gorge. Après, effectivement, on s'habitue ou pas. Il y a aussi pas mal de collègues qui sont dans ce cas, au bout d'un moment, d'être dans une forme d'extinction ou d'aphonie. Donc, quels sont les bons gestes, justement, pour éviter ce genre de situation ? Voilà. Alors, il y a vraiment des choses qu'il faut absolument savoir quand on démarre le métier, qui sont absolument capitales. Alors, on sait d'abord qu'est-ce qui va permettre de supporter la charge vocale. Hein, ça, c'est quelque chose déjà qu'il faut savoir, hein, parce que vous êtes quand même, vous, enseignant, dans une utilisation qu'on appelle supraphysiologique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on est la plupart du temps un peu en surmenage vocal, avec 26 heures de parole professionnelle, sans parler de la parole domestique, hein, c'est-à-dire avec le conjoint, avec les grands-parents, avec les enfants, avec le chat, le chien, enfin bon. Voilà, donc on est dans une utilisation supraphysiologique de la voix, et donc il est absolument important de savoir quelles sont les choses qui vont aider à supporter cette charge vocale. Première chose, c'est s'hydrater pendant les cours. Parce que j'ai bien signalé que tout cet environnement, les cordes vocales, aiment l'humidité. C'est visqueux et ça adore la viscosité parce que l'intensité de votre voix est beaucoup liée à cette viscosité. Bon, donc bien s'hydrater, ça c'est une chose capitale. Même pendant les cours. Pendant les cours. Une petite bouteille d'eau sur le bureau et de temps en temps on boit une gorgée. Voilà. Il vaut mieux boire petite gorgée régulièrement que de vider une bouteille à la récréation ou un gros repas qui va vous gonfler. Voilà, hein, voilà. Bon, il faut absolument prendre cette habitude pendant les cours. Ensuite, on sait qu'il va falloir travailler un peu la voix. C'est-à-dire qu'on sait que si on prend deux enseignantes du même âge qui font la même séquence face à la même classe, eh bien, celle qui aura des éléments de technique vocale supportera mieux la charge vocale que celle qui n'en a pas. En revanche, il faut absolument avoir des bons éléments de technique vocale parce qu'il vaut mieux, au contraire, ne rien savoir plutôt que de savoir de travers. Oui, c'est-à-dire faire les mauvais gestes au final. Voilà, faire les mauvais gestes, d'où l'importance de savoir comment trouver un bon professeur, un bon enseignant, pédagogue de la voix, un bon coach vocal ou un bon orthophoniste, puisque c'est eux qui rééduquent, mais aussi éduquent et donnent des éléments d'éducation du geste vocal. Voilà. On sait aussi que l'intensité va jouer beaucoup sur la charge, la façon dont on va supporter la charge vocale, et que, eh bien, ma foi, plus on va parler fort, eh bien, plus la charge vocale sera difficile à supporter. Et ça, c'est aussi en termes d'énergie, ça génère tout ça une grande fatigue. Une grande fatigue, hein, parce que le fait de parler, c'est un geste psychomoteur qui qui réveille les charges vives, les forces vives de l'individu, et à la fois ses forces physiques, ses forces psychiques. Et donc parler est quelque chose qui est fatigant. Alors il y a Florent qui nous demande si vous pouvez donner des petits trucs ou exercices simples
pour apprendre à bien placer sa voix? Alors, pour apprendre à bien placer sa voix, il y a des petites choses, il y a des petites choses simples. Alors, j'avais pas fini d'ailleurs avec mon comment faire pour ne pas souffrir de fatigue vocale. Eh bien, donc déjà les éléments que je viens d'indiquer pour la charge vocale, ça veut dire pour supporter la charge vocale, ça veut dire donc quand même aller à la rencontre de votre voix. Ça, c'est capital. Aller à la rencontre de votre voix vous signe, signe votre présence sonore. Elle va vous signer auprès aussi de votre classe. Donc c'est très important. Vous avez une voix unique, comme vos cheveux, comme vos yeux. Vous êtes unique et la voix le dit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas une corvée, vous allez voir, parce que en fait, quand le geste vocal est travaillé, quand le geste vocal est fluide, eh bien, c'est un progrès en liberté. C'est ça que la voix nous apprend. Et la plupart du temps, c'est un progrès en liberté au niveau pédagogique et un progrès en liberté d'expression de soi-même. Donc ça, c'est vraiment capital. Et pour rentrer... Alors, pour y arriver. Voilà, c'est ça. Pour y arriver. Bon, une chose est certaine. Soigner, alors avec tout ce que je viens de dire, ça veut dire qu'il va falloir soigner les rentrées. Oui. Je vais donner des grands principes. Les exercices, on va voir si on a le temps, mais en tout cas, les grands principes, ça c'est fondamental. La rentrée se prépare. Toutes les rentrées. On n'arrive pas, parce que vous allez faire un marathon de la voix. Ah oui, ça. Est-ce que vous voyez des marathoniens courir sans s'être entraînés? C'est vrai. Est-ce que vous voyez des danseurs aller sur scène sans s'être échauffés? Non. C'est un muscle, donc ça n'existe pas. On n'arrive pas, quand on est un professionnel de la voix non initié, on n'arrive pas comme ça dans la cage au lion. Oui. Sans s'être préparé. Donc une vraie préparation avant. Une vraie préparation avant. Alors pour les rentrées de septembre, je conseille de se préparer à peu près 15 jours à l'avance. Pour les rentrées après les vacances scolaires un peu plus courtes, quelques jours avant, 4-5 jours avant une petite semaine vont suffire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, des choses très simples. On peut tenir des sons. Par exemple, c'est-à-dire on peut faire des ah comme ça assez long. Ah, on fait des petits sons. Oh, oh, un peu plus fort. On peut faire des choses comme ça. Tout le monde peut le faire. On peut chantonner. Chantonner au clair de la lune, chantonner des chansons qu'on aime bien, sans chercher le volume tout de suite. Oui, juste un échauffement en fait. Travailler, chantonner. Alors, il est important de savoir faire la différence entre hauteur. Là, je vous parle à une hauteur moyenne et à une intensité un tout petit peu soutenue. Dès qu'on cherche à convaincre, l'intensité est un peu plus forte. Moi, ma hauteur est légèrement moyenne et l'intensité est un tout petit peu soutenue. Si je me mets à parler un peu plus comme ça, eh bien, je pense que la hauteur monte un tout petit peu plus et l'intensité, là, est beaucoup plus forte, bien évidemment. En revanche, si je parle comme je parlerais, ma foi, lorsque j'ai besoin de me confier, lorsque je raconte des soucis personnels à une amie proche, eh bien, je vais avoir une intensité un peu moins forte et la plupart du temps, la hauteur est à peu près la même, voire un tout petit peu plus basse. Voilà. Donc, bien faire la différence entre hauteur, là, je suis un peu dans le grave, là, je vais être un peu dans l'aigu, et du coup, je parle un peu plus fort, souvent. Et puis, l'intensité, là, je suis sur une intensité moyenne, là, je suis sur une intensité un peu plus forte, à peu près à la même hauteur. Justement, Émilie nous dit que elle a tendance, quand elle est fatiguée, à partir dans les aigus. Oui. Et donc, ça la fatigue. Oui. Voilà, elle a du mal, elle respire moins bien. Et elle a l'impression que c'est un cercle vicieux. Parce que le forçage vocal, là, Emeline probablement part et fait des choses du genre « taisez-vous » comme ça, en tirant la tête vers l'avant et en poussant sur son souffle, en poussant comme ça pour pousser la voix dehors. Et là, on est dans le forçage vocal. Ça s'accompagne la plupart du temps d'une perte de la verticalité, c'est-à-dire qu'au moment où on parle, on va aller vers le bas, on pousse la tête vers l'avant. Et là, en général, le larynx ici va se serrer, les cordes vocales vont se serrer, et on va avoir une voix toute rikiki et stridente. Donc, pour y arriver, eh bien, il faut apprendre à à ne pas envoyer le son de la gorge, mais à faire résonner toute sa charpente le soufflet en fait. Le soufflet,
à faire résonner le soufflet et à être avec la voix à la fois là et à l'arrière dans le dos, dans la poitrine ici, toute cette espèce de charpente osseuse que constitue ce très bel organe anatomique qu'est la cage thoracique qui signe une noblesse comme ça chez l'humain, hein. Eh bien, il faut résonner un peu en poitrine comme ça et pas être là, ça fait très mal et on pousse et ça devient strident, hein. Alors c'est un travail, il faut apprendre à faire, il faut apprendre en tout cas effectivement à garder sa soufflerie, enfin son souffle. Un souffle n'est pas qu'un souffle abdominal. Un souffle mobilise à la fois la poitrine, les côtes, le dos, le ventre. C'est un souffle complet. On peut aller sur YouTube. Quand on tape souffle complet, il va y avoir des vidéos qui vont vous expliquer à peu près de quoi il s'agit. Mais en tout cas, on n'est pas en train de faire ça et ça et ça comme ça. Ça suffit pas. C'est le souffle du sommeil. C'est pas le souffle de la voix d'implication qui va être la voix qui cherche à convaincre et qui va être obligée. Et donc la voix qu'on utilise devant les classes. Voilà, tonique. Hein. Alors, je voulais aussi terminer. Donc, que faire? Donc, préparer les rentrées en tenant des sons. Vous pouvez chantonner, vous pouvez lire des textes que vous aimez à haute voix pour vous préparer. Ça, tout le monde peut le faire. Tout à fait. Et surtout, un exercice qui est très important, c'est soit assis, soit allongé. Et ça, c'est un exercice qui sert à la fois pour le souffle, pour découvrir son souffle, pour découvrir une posture adaptée. Et c'est aussi quelque chose qui va, la plupart du temps, libérer, détendre le larynx, c'est-à-dire couché ou assis. Eh bien, c'est respirer, sans chercher à faire des trucs athlétiques. On n'est pas du tout là-dedans. Mais c'est respirer en mettant d'abord une main entre le nombril et le pubis et on laisse respirer. Ensuite, on va mettre la main au-dessus du ventre et on va laisser respirer. Il faut prendre du temps. Ensuite, on va mettre les mains le long des côtes, comme ça, et on va laisser respirer. On va ensuite mettre les mains sur la poitrine. On va laisser respirer. Et on va mettre les mains ici, comme ça. On peut aussi ici laisser respirer. Et ensuite, on peut mettre les mains derrière la cage thoracique, derrière le dos, au niveau des côtes, des basses côtes à l'arrière, et on va laisser respirer. Donc on comprend bien que c'est aussi un vrai travail sur le souffle et l'appropriation de son souffle. Voilà, et de découvrir un souffle complet. Donc on peut faire ça par terre, on peut faire ça assis, mais il faut prendre le temps. On peut faire ça également avec les enfants. Oui. Il est très important justement pour se prémunir de la fatigue vocale, d'introduire des moments de retour au corps, de retour au sensitif, de retour à tout ce qui est kinesthésique, puisque en fait, travailler sa voix pour un enseignant, c'est enrichir son lexique, enrichir son répertoire kinesthésique. Oui, c'est ça. Et ça, avoir aussi une meilleure conscience voilà. de l'usage de son corps, finalement. Voilà, tout à fait ça. Justement, et arrêter de se faire mal. Oui, tant qu'à faire. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, on ne s'en rend pas compte. Il y a Sarah qui voudrait connaître les bonnes postures physiques. Est-ce qu'il y a des manières de se tenir pour justement favoriser le soufflet, le fait que l'air circule correctement voilà. Tout à fait. La posture est capitale pour favoriser un souffle correct. Eh bien, la posture est capitale. Je viens de le dire, donner des trucs. Il y a des lois universelles, certes, mais en revanche, la voix nous apprend que nous sommes uniques. Il y a des gens qui sont cambrés, d'autres qui le sont moins. Il y a des gens qui ont les épaules qui partent en avant, d'autres qui ont les épaules qui tirent en arrière. Il y en a qui ont la tête qui part en avant, d'autres qui... Bon. On a les genoux plus ou moins... Il y a... On peut avoir une scoliose, en fait. On peut avoir une scoliose ou avoir la chance de ne pas en avoir. On peut avoir une fragilité au niveau des lombaires ou ne pas en avoir. Bon, on peut avoir au niveau des cervicales. Oui, donc il faut faire en fonction de son propre corps. Et voilà. Donc les exercices, bien évidemment, c'est une certaine verticalité. Si vous faites l'exercice que je viens de préconiser au niveau du souffle, si vous allongez tous les jours 5 minutes au sol, tout le monde peut le faire. Ça ne coûte pas cher. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué.
Vous vous allongez, éventuellement pour ceux qui ont mal au dos, vous posez les jambes sur une chaise, hein, et vous restez comme ça 5-10 minutes et vous laissez aller la masse musculaire. Hein, vous faites que ça. Donc c'est aussi un exercice de décontraction. Décontraction. Le dos au sol, sur le parquet. Et soit vous faites l'exercice sur le souffle que je viens de mentionner, ou elle-même, à la rigueur, vous ne le faites pas. Quand vous vous relèverez, ça ira normalement beaucoup mieux. Et vous verrez que votre souffle est un peu différent. Donc, examinez bien quelles sont les différences. Gardez-les en mémoire. Ah oui, pour pouvoir essayer ensuite. Et petit à petit, ça va venir, ça va s'installer. Hein. La plupart du temps, cet exercice c'est très simple, peut aider à lâcher la mâchoire. Oui. Or, c'est très important. On est souvent face à des gens qui ont des mâchoires serrées, qui grinçent des dents la nuit, qui sont comme ça. Et ouvrir la bouche, c'est quand même pas rien. Ouvrir la bouche, c'est montrer votre intérieur. Oui, bien sûr. C'est montrer l'organicité. Oui, c'est comme vous parliez d'inconscient, etc. Effectivement, voilà. C'est pas un acte anodin. Oui. Non. Et souvent, ça ne sert à rien de dire aux gens d'ouvrir la bouche. Il faut plutôt leur faire des exercices qui vont les aider à ce que ce sphincter que sont les lèvres s'ouvre. Si on le force, on le viole. Oui, donc il faut être dans un travail d'appropriation de la vue, aussi de relaxation finalement, et plus on s'y entraîne, plus ça devient naturel dans le quotidien, voilà. Dans notre profession, dans le quotidien de notre profession. Voilà, c'est vraiment important de ce travail vraiment de détente et de souffle, sans chercher à diriger le souffle, sans chercher à s'obséder avec cette respiration abdominale qui peut aussi créer des désastres. Alors, pas chez tout le monde, ça dépend chez qui. En tout cas, non, le ventre et le souffle, les poumons ne sont pas dans les intestins, ça n'existe pas. Tout ne vient pas de la respiration abdominale. Non, il y a le diaphragme qui est au-dessus et les poumons sont derrière les seins. Hein. Donc les seins, tout le monde, les hommes ont des seins, les femmes ont des seins, les poumons sont derrière les seins. Hein. Et voilà, donc effectivement, on a besoin, je dis toujours moi, quand vous parlez, restez grand. Restez grand, offrez... ça, là, un peu comme la victoire de Samothrace. Et pour parler, n'appuyez pas là. C'est-à-dire, si on fait « taisez-vous », j'appuie là, je bloque ici, je donne un coup là. Quand je donne un coup là, clac, je ferme ici. On ferme, oui. Tout de suite. Donc, on arrête de chercher à donner des coups là. Ça, c'est des idées très, très répandues. Hein. On dit, il faut donner. Mais non. On arrête de vouloir donner des coups là. On arrête d'appuyer là parce qu'on pousse sur le souffle. On pousse sur le souffle. Donc on arrête de faire ça et on pense, au lieu d'envoyer la voix, c'est-à-dire en fait au lieu de cracher sur les lèvres le son, pour me faire respecter et pour que ça rentre mieux dans les voilà. Et bien c'est ça qui est à l'arrière, hein. C'est tout un relationnel et toute une conception de la relation. Bah oui, parce qu'on a souvent l'impression que c'est par la voix qu'on va imposer ou se faire respecter ou Alors, y a pas, se faire entendre parfois. Voilà. Alors ça c'est une erreur. Hein. L'autorité ne dépend pas que de la voix. Certes, il faut que vous ayez une voix qui va répondre, il faut que vous connaissiez votre voix pour pouvoir aussi en jouer quand vous racontez des histoires, par exemple. Mais l'autorité ne dépend pas que de la voix. Alors, pour les extinctions de voix, parce qu'il y a Angélique qui pose cette question, qui dit comment faire, qui a eu une extinction de voix l'année dernière assez importante et qui demande comment faire pour détecter les premiers signes de fatigue, en fait. Voilà. Alors, quand on a des extinctions de voix, la plupart du temps, ça va souvent avec des laryngites. Hein. Et ça, il faut savoir que le métier d'enseignant prédispose aux laryngites. C'est très fatigant. Alors, quand vous avez, c'est en même temps très intéressant, parce que si je puis dire, l'extinction de voix est la chance pour l'enseignant de progresser dans ses stratégies pédagogiques. Voilà. C'est sûr, parce qu'il va falloir s'en sortir autrement. Il va falloir s'en sortir autrement qu'en inondant la classe de la voix. Il va falloir arrêter de vouloir nourrir avec le lait de la voix, remplir l'enfant, hein, qu'on a toujours peur de laisser vide ou de ne pas, parce que je sais que l'enseignant laisse sa voix pour sauver l'enfant. Hein, on a quand même des choses comme ça, on sauve l'enfant. Voilà,
Donc, il est important, donc, avec ces extinctions de voix qui sont très fréquentes chez l'enseignant, déjà, si vous en avez plus de 2 par an, ce qui est déjà énorme, c'est d'aller vraiment consulter. On va dire qui après, mais c'est important d'aller consulter qui de droit. Bon. Maintenant, lorsque vous avez une extinction de voix, la cortisone, c'est 1 fois par an. Mais pas à jet continu, ça dessèche les cordes vocales. Et si vous en prenez, hydratez-vous énormément pour compenser ce dessèchement. La cortisone, ça va très très vite. Surtout chez les enseignantes qui ont passé 45-50 ans, ça assèche très très vite la muqueuse. Donc on hydrate encore plus que d'habitude. Hydrater. Bon. Et pas plus d'1 fois par an. Vraiment, les médecins donnent beaucoup ça, mais il faut essayer de faire autrement. Bon. Donc quand on a une extinction de voix, eh bien, il faut justement entraîner la classe à parler à votre place. C'est-à-dire, déjà, beaucoup vous hydrater, avoir fait du souffle, de la respiration avant de venir en classe, après la journée de classe, beaucoup respirer, se taire en rentrant chez soi. Oui, se ménager. Se ménager, c'est un muscle. Hein? Pourquoi voulez-vous que, parce que c'est un muscle qui nous permet de transmettre le verbe, ça soit quelque chose qui ne soit pas fatigable. Oui, il faut aussi qu'on puisse le mettre au repos, en fait. Voilà. Donc, le mettre au repos, en classe, faire parler les élèves, utiliser celui qui vous casse les oreilles, qui est très bavard et qui a toujours besoin de parler, ou celui qui veut toujours avoir raison, ou celui, le hagnant du petit Nicolas qui sait tout et qui... Voilà. Bon, utilisez vos classes, mettez-les 2 par 2, faites des activités de groupe. Et c'est là aussi que ça va modifier aussi notre rapport, notre façon de fonctionner avec la classe. Voilà. Ne forcez pas, surtout pour avoir plus de voix, faites des phrases courtes, respirez, parlez moins fort. D'accord. Et si ça continue, alors si c'est vraiment récurrent, il faut consulter donc les spécialistes de la santé vocale, que sont l'ORL, spécialiste du nez, de la gorge et des oreilles, habilité à examiner les cordes vocales, ou encore mieux si on en trouve un, le phoniatre, qui est le spécialiste de la déglutition, de la communication, de la voix et du bégaiement. Donc c'est lui qui généralement a une vue vraiment globale de l'individu, ne va pas vous réduire à vos cordes vocales, à l'état de vos cordes vocales. Il sait très bien, notamment que chez les enseignants, eh bien, il y a quand même une charge vocale importante avec un stress relationnel important face à la classe, face aux parents d'élèves, face à l'institution. On sait que tout ça n'est pas tout rose. Et donc, c'est le phoniatre qui va vraiment souvent être plus pointu. Ensuite, que ce soit l'ORL ou le phoniatre, ce sont eux qui vont vous donner et qui vont faire la prescription pour que vous ayez accès au rééducateur et à l'éducateur de la voix, qui est l'orthophoniste, qui ne travaille, si vous voulez que ça soit remboursé intégralement par mutuelle et sécurité sociale, ce qui est le cas la plupart du temps, il faut absolument une ordonnance qui vous sera délivrée par un spécialiste et non pas par le généraliste, qui peut aussi le faire, mais le généraliste ne connaît pas la plupart du temps la spécificité. Et un orthophoniste spécialisé dans la rééducation de la voix ou l'éducation de la voix a besoin d'avoir une photo de vos cordes vocales, exactement comme un kiné qui aura besoin pour rééduquer un genou d'avoir une radio du genou. Oui, tout à fait. Donc on passe par un ORL, un phoniatre qui va nous rediriger ensuite vers un orthophoniste. Et si vous avez un médecin généraliste qui vous refuse l'accès aux spécialistes, eh bien vous allez dans un dispensaire ou vous allez dans un hôpital. Il y a dans énormément d'hôpitaux parisiens, il y a des phoniatres encore, même si c'est un peu en voie de disparition. On a de plus en plus d'ORL, les jeunes ORL sont formés à la phoniatrie. Et donc, voilà, il faut aller dans un hôpital, vous paierez le ticket modérateur, dépêchez-vous, en espérant que ça continue à durer, et puis vous aurez le même... Et alors, avant d'être dans cette situation, est-ce qu'on peut sentir des signes de fatigue, justement pour mettre en place ces moyens de se préserver, comme par exemple le travail de groupe, etc. Est-ce qu'on peut détecter ces petits signes de fatigue et qui vont nous alerter? Tout à fait. Alors, vous savez, en général, tout le monde s'en rend compte. La plupart du temps, au niveau subjectif, à ce qu'on ressent soi, c'est souvent... Eh bien, ça pique, ça chauffe, on peut avoir des raideurs dans la nuque, on peut avoir des raideurs dans la mâchoire, on a comme une espèce de sensation de serrage ici, c'est dur, ça devient dur par là, ça picote,
On peut avoir des sensations douloureuses à la gorge, des sensations douloureuses aux épaules, dans la nuque, quelquefois dans le dos, dans les genoux. Ça peut arriver aussi. Bon, oui. On a l'impression que la base de langue, c'est-à-dire la langue, en fait, le fond de la l'arrière langue. de la langue. C'est ça, cette sensation que c'est dur. C'est dur et que ça fait tire. comme une masse et que ça tire. Voilà. Au niveau sensation, on a ça. On a aussi très souvent l'impression qu'on est essoufflé, on n'a plus de souffle, ça devient difficile à tenir, les phrases, etc. D'où l'importance vraiment importante de savoir calibrer ces phrases et de ne pas s'embarquer dans des navires et dans des phrases qui sont comme un voyage qui n'en finit pas, parce que ça va vous demander vous allez vous essouffler, ça va être très fatigant. Bon. Donc, ça, donc, ce sont les premiers signes. Oui, les premiers signes. Qui doivent nous indiquer qu'on doit voilà. faire particulièrement attention. Tout à fait. Faire des phrases courtes, mettre au repos la voix. Oui, quand donc on ça, rentre, c'est les par remèdes, exemple. beaucoup s'hydrater, toutes ces choses. Oui. Alors maintenant, au niveau, donc là, je disais ce qu'on ressent. Maintenant, au niveau acoustique, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que les gens vont entendre que quelquefois, soi-même, on sent. Alors, on a très souvent, ça commence quand on est fatigué vocalement. Alors là, je ne parle plus de l'aphonie, je parle vraiment des signaux d'alerte de la fatigue vocale. Eh bien, on va avoir, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte, mais on perd en intensité. Et notamment en intensité au niveau du médium. C'est la première des choses. On ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que là, je vous parle, eh bien, si à l'époque où je faisais énormément de conférences, où j'avais mes consultations qui s'enchaînaient, je faisais 6 heures de conférences, le lendemain j'avais 12 patients, et puis je travaillais la nuit parce que comme les enseignants, les paramédicaux et les médicaux travaillent beaucoup la nuit, on rédige des choses comme les enseignants, etc. Bon, voilà, j'ai oublié qu'il fallait énormément dormir. Ah oui. Et ça, c'est quelque chose de très important, la qualité du sommeil. Alors, ils vont me dire, oui, on travaille la nuit, je sais, mais il faut savoir. Oui. Les vacances, il faut beaucoup dormir. Oui. Et donc, je ne sais plus dans quoi je m'étais embarquée. Eh bien, justement, comment voir les premiers signes. Ah oui, voilà, les premiers signes. Donc, j'étais là-dessus. Ah oui, et donc, au niveau acoustique, eh bien, la plupart du temps, on va avoir on perd en intensité sur le médium de la voix. C'est-à-dire, c'est celui qu'on utilise quand on parle comme ça, devant sa classe. Et donc, en fait, on va être plus... on va avoir moins d'intensité. Moins d'intensité, moins de force. On va dire moins de répondants. Et on ne va pas s'en rendre compte tout de suite. Bon, et ça, je l'ai vécu. En général, tout ce dont je parle, je l'ai vécu. Je l'ai testé. Donc bon. Et puis, en revanche, ce dont on va se rendre compte, c'est que quand on chante, on a moins d'aigus. Ah, d'accord. Parce que après la diminution, l'espèce de petite diminution de répondants au niveau du médium, tout de suite vient une diminution d'amplitude au niveau de l'aigu. C'est-à-dire que quand on va chercher à chanter, j'ai plein d'enseignantes de 40 ans qui me disent que je ne peux plus chanter en classe. Ah oui. Mais ça, c'est dommage. Il faut absolument continuer à chanter. Il faut dès à présent travailler la voix chantée, notamment la voix de tête, qui est cette voix-là. Chanter avec cette voix-là, parce que c'est avec cette voix-là qu'on va rejoindre les enfants. Et qu'on va donc les rejoindre là où ils sont. Et ça, c'est le propre d'un bon orateur, c'est d'aller rejoindre son public. Son public. Alors, ça, on ne l'entend pas forcément, mais la perte de l'aigu, on la sent, et très vite, il va y avoir un souffle sur la voix. Et quand on a un souffle sur la voix, ou un voile, c'est souvent un voile, c'est imperceptible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire un son un son un peu comme ça. Bon, on va faire une chose un peu comme ça, on va faire un son ça va être un peu chuinté en fait. Un peu voilé, un peu chuinté, légèrement, un peu voilé, voilà. Et ça, c'est des choses très importantes. Et donc, diminution des capacités intonatives de la voix. On reste coincé à une intensité et une hauteur dont on ne peut plus sortir. Et ça donne des enseignantes qui sont toute la journée comme ça et qui ne bougent plus. Et qui font toutes leurs activités comme ça. Ça va de pair avec ce que je viens de montrer là, un essoufflement. On parle sur une fin de souffle et on s'étouffe, on se fatigue. Et on a une baisse justement de l'intensité, ce qu'on appelle de l'intensité et du temps maximum de phonation, c'est-à-dire une diminution de la longueur de souffle. Alors, comment on peut faire? Parce qu'il y a quand même des moments un peu stratégiques dans une heure de cours. Quand on est devant le rang, par exemple, ou on est au démarrage du cours. C'est des moments qui sont parfois un peu stressants. 2, on a envie que ce soit réussi. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à plus donner de la voix. Ou alors, quand il y a un conflit dans la classe aussi, ça arrive.
comment on peut faire pour gérer ces moments qui sont censés, ou dont on a l'impression qu'ils doivent nous solliciter davantage en termes de voix? Alors, c'est souvent une erreur. C'est-à-dire, c'est souvent une erreur. La voix, chez l'enseignant, l'enseignant a besoin de connaître sa voix, il a besoin de la travailler et de savoir en jouer, ça c'est une certitude. Mais en revanche, la voix à elle seule ne suffit pas pour renforcer ou pour créer le positionnement de l'enseignement. Ça ne va pas suffire. Oui. Il va falloir avoir recours à tout ce qui s'appelle la communication non verbale, c'est-à-dire avant la voix. La voix, c'est le bijou dans l'écrin. Mais on va avoir recours à... Il faut protéger ce bijou, cet instrument merveilleux et fabuleux, en se servant bien évidemment de tout ce qui rentre dans la communication et dans l'expression orale, c'est-à-dire tout ce qui est communication non verbale. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la communication non verbale? Eh bien, il y a d'abord vos déplacements, c'est-à-dire que, avant de parler, vous pouvez bouger. Vous pouvez aller vers l'élève qui crée. On va utiliser le fait de se déplacer, le toucher peut-être aussi parfois. Le toucher, bien sûr. Alors, bien évidemment, il faut calculer le toucher. Oui, bien sûr. Il faut déjà cibler la partie qu'on va toucher. Oui. Est-ce que ça a un sens? Sens. Mais parfois, c'est vrai que quand on est devant la porte, il y a tout le rang, au lieu de crier à l'élève qui est tout au fond, range-toi, c'est peut-être mieux de se déplacer et de lui mettre la main gentiment sur l'épaule pour le placer dans le rang. Par exemple, pour la mise en rang, déjà un grand principe, ne hurlez jamais de loin. C'est-à-dire, essayez, sauf vraiment pour l'urgence extrême, et encore je ne suis même pas sûre que ce soit utile, en tout cas, ne jamais crier de loin. Jamais. Essayez, vraiment, c'est une base. Protégez ça, protégez la voix, c'est la première des choses. Donc, effectivement, s'il y en a un dans le rang qui ne se range pas, ou s'il y a un groupe qui ne fait pas ce qu'il faut, ça, on peut déjà se déplacer. Privilégier, en tant qu'enseignant, et ça va donner de l'autorité, les déplacements lents, calmes, associés à un regard en cohérence avec l'attitude physique. Oui, et puis avec l'intention. Et avec l'intention. Parfois, c'est vrai que par exemple en classe, si on a une classe brillante, au lieu de hurler, de dire « taisez-vous maintenant », parfois c'est plus judicieux et plus efficace de s'arrêter. Voilà. Et d'attendre, pas 15 minutes non plus, mais et d'attendre un peu pour... les élèves finissent par se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est bizarre et on obtient plus facilement ce que l'on veut. Ah, ça, tous les enseignants, tous les enseignants le disent. Quand ça ne va pas, on s'arrête. En classe, on s'arrête. C'est vraiment important. Donc, dans les grands principes, c'est vraiment utiliser des déplacements, être un enseignant mobile dans la cour de récréation aussi. Moi, je préconise toujours, je sais bien que c'est des moments de détente aussi pour les enseignants, mais en tout cas, au démarrage, je préconise toujours de se promener dans la cour. C'est là qu'on voit les conflits qui émergent, qu'on voit les alliances qui sont plus ou moins réussies, qu'on risque de déceler un risque ou un drame, entre guillemets, potentiel. Bon, voilà, donc promenez-vous dans la cour de récréation, soyez mobile dans votre classe, bougez, allez, ça a un sens, mais il faut que ce déplacement prenne sens. Alors, vous avez donc les déplacements, vous avez également la gestuelle. La gestuelle, oui. C'est-à-dire que, bien évidemment, pour asseoir le positionnement du maître, entre guillemets, la maîtresse, on conseille tout de même d'être en ouverture, d'avoir des gestes d'ouverture qui vont, mine de rien, englober la classe. Des gestes qui englobent, pas des gestes, ne soyez pas... Ça c'est comme des yeux, des seconds yeux. C'est-à-dire qu'à la limite, si vous tournez la tête pour faire quelque chose, mais que vous restez tourné vers votre classe, ils vont rester avec vous. Du moment où vous tournez ça et les yeux et le regard, vous les perdez, vous perdez. Cet endroit-là est très important. On a besoin d'être en contact, la poitrine vers l'autre, et d'avoir des gestes qui vont plutôt vers le haut, du bas vers le haut, et en ouverture. Donc ça, c'est quelque chose, et puis qui vont bien évidemment rythmer ce que vous dites, qui vont mettre en lumière, là comme je suis en train de le faire, ça met en lumière les mots que vous avez envie, sur lesquels vous avez envie de porter une attention et de mettre en valeur auprès de votre public. Donc on a bien évidemment aussi une gestuelle qui va venir vous aider. Bon,
elle n'est pas non plus obligée de s'accompagner de voix. C'est-à-dire, vous faites des gestes qui vont être liés à qui vont être en cohésion avec vos déplacements. Et ensuite, on a donc le regard. Le regard, très important. Et les expressions, évidemment, du visage. Du visage, oui. Donc, le regard, sachez que quand vous prenez une classe pour la première fois, il faut occuper le centre. Dès que vous êtes dans la classe et que vos élèves, vous êtes vous dans la classe, vous occupez, n'ayez pas peur, occupez le centre. Il faut être dans l'espace. Voilà. Il faut être dans l'espace et occuper le centre. Il ne faut pas avoir peur. Comment dire, parce que c'est très souvent l'ambivalence qu'on constate. On veut le pouvoir, mais on ne joue pas le jeu du pouvoir, entre guillemets. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que l'outil, ça va être justement la voix, et on va moins utiliser le corps, la gestuelle, et alors qu'en fait, tout le corps doit devenir un outil de communication. Voilà, un outil de communication. Et c'est ce qui permettra aussi d'économiser la voix. Voilà, tout ça, c'est dans un but d'économie vocale. Alors, le regard, c'est très important parce qu'on a un regard que j'appelle un regard radar, c'est-à-dire que quand vous prenez la parole, vous n'allez pas rester fixé ou les yeux par terre ou les yeux en l'air ou non, vous balayez votre classe, normalement ça se fait assez facilement. Oui, et ça permet d'inclure. Oui, c'est tout à fait ça, avec des gestes vous incluez. C'est très important de regarder votre espace avant de prendre la parole, de regarder votre public parce que vous l'incluez en vous. Et du coup, les gestes et l'intensité et la hauteur, normalement d'instinct, s'adaptent. Si vous n'y arrivez pas, il faut travailler ça. Et donc, on a un regard radar qui va vous servir, comme ça, vous balayez, vous incluez, vous prenez dans vos bras, si je puis dire, votre public. Et puis, vous avez un regard laser, qui est le regard que vous allez porter d'une certaine manière sur l'élève qui crée des soucis, ou vous allez porter sur telle ou telle personne pour vous appuyer, pour chercher, quand vous parlez notamment avec les adultes, pour chercher par exemple l'approbation ou un soutien quand ça peut être difficile. Voilà. Oui, là où on va cibler spécifiquement. Très bien. Et alors, il y a Lao qui demande comment préserver sa voix dans une classe surchargée de 35 élèves. C'est la même chose. On réutilise d'abord préparer sa voix le matin. Oui. Il n'y a pas qu'avant les rentrées. Oui. C'est si on a des difficultés avec sa voix, on la prépare le matin, on fait la même chose, on respire. Alors, il faut savoir que, par exemple, manger, bien déglutir, mastiquer, avaler, prépare, détend tout ça. L'insalivation, tout ça va aider à ce que les cordes vocales soient en... Donc, l'alimentation aussi a une part tout à fait dans l'entretien de la voix. Tout à fait. Il faut bien manger, bien dormir, une bonne hygiène de vie, de l'exercice physique, cet appareil vocal, ce corps vocal a besoin d'être tonique quand même un peu, de l'exercice physique, une bonne hydratation, une bonne alimentation, un sommeil autant que faire se peut. Et aussi, alors ça c'est très très important en vertu du principe qu'on a énoncé, qui est que les cordes vocales, les plis vocaux sont un sphincter, et aussi à cause de la vie de l'enseignant en ce moment, une bonne santé mentale. Alors j'insiste là-dessus parce que la vie frappe, tout le monde, hélas, on a tous nos quarts d'heure de difficultés, et donc on peut très bien être aphone parce que on n'assume pas les difficultés personnelles, qu'on ne se les avoue même pas et qu'on les refoule par exemple. Et donc ça peut créer un symptôme d'aphonie qu'on appelle les aphonies psychogènes. Les enseignants sont touchés, j'en ai vu, sont encore touchés, parce que on n'en trouve pas fréquemment, mais enfin j'en ai vu plusieurs fois chez les enseignants. Et donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il faut savoir que la santé psychique est très importante. Trop de stress va serrer les cordes vocales. Un choc ou des sentiments refoulés, un mal-être existentiel va très souvent jouer sur la voix. Donc quand on sent qu'on est en perdition, quand on est en détresse psychique, ne jamais avoir honte d'en parler, ne jamais avoir honte de consulter qui de droit. Les orthophonistes d'ailleurs sont souvent de très très bonnes, font la liaison. Oui, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous orienter au besoin vers une personne qui pourra nous aider par rapport à nos difficultés. Tout à fait, c'est très important pour l'enseignant, la santé mentale.
Donc en fait, il faut avoir un très bon équilibre finalement. C'est des métiers de relation. Hein. Les orthophonistes, par exemple, c'est pareil, c'est des métiers de relation. Hein, vous voyez arriver des patients, quelquefois avec des pathologies extrêmement lourdes, qui sont parfois qu'on sait condamnés, par exemple. Bon, bah, si vous avez perdu votre grand-mère la veille ou que votre chien s'est fait écraser, vous voyez, bon, bah, voilà, vous n'allez pas pleurer devant le patient. Donc, je prends cet exemple-là, mais quand vous êtes un enseignant, vous n'allez pas pleurer devant votre classe. On essaye d'éviter. Voilà, donc c'est des métiers de relation, ça demande un équilibre personnel et donc de travailler sur soi. En général, si on fait ce métier-là, c'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi si on n'a pas réussi à préserver, je sais pas, on a crié, on sent qu'on a un peu abîmé sa voix, à part la mettre au repos par exemple le soir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire un peu dans l'immédiateté? Oui, on peut. Donc il faut bien boire, on peut faire des souffler, hein, se coucher par terre et respirer. Donc les mêmes conseils. Les mêmes conseils. Vous savez, ça sert à peu près pour tout. Hein. Bien évidemment, si vous voulez chanter Traviata ou faire 4 contre-mi en faisant classe, là il va falloir travailler différemment. Mais enfin, bon, vous pouvez faire des petits sons très doux, bien déglutir, travailler la nuque, bouger le cou comme ça très. Et le mythe du miel, très lentement. C'est un mythe ou pas? Je termine puis je vous réponds. Il y a une chose à faire, c'est tirer très lentement la langue, comme si c'était du lait qui débordait d'une casserole. Donc c'est tirer la langue par l'arrière et pas tirer la pointe à l'avant. Mais c'est pas l'arrière. C'est par l'arrière. Et ça détend la gorge. Donc je ne le fais pas ici parce que j'ai peur de traumatiser les auditeurs. Mais en tout cas, ça donne à peu près une langue qui fait ça, comme une langue de bœuf un peu étale chez un boucher. C'est ça et c'est pas ça. C'est ronde, la pointe reste ronde et on la fait venir de l'arrière. Et ça, c'est un excellent exercice pour détendre quand on a forcé et on se tait et on boit. Alors, l'autre question, c'était... Le mythe du miel. Alors, le mythe du miel. Alors, le miel, c'est vrai, parce que c'est un cicatrisant. Donc, c'est un cicatrisant qu'on utilise beaucoup en cas de cancer de la gorge. Alors là, je ne dis pas du tout que c'est ce que les enseignants vont avoir, bien sûr. Il y a très peu d'enseignants qui ont cancer de la gorge. Mais en tout cas, on l'utilise en chirurgie pour cicatriser quand il y a eu des interventions importantes dans la gorge ou dans la bouche. On donne 5 cuillères de miel, cuillère à bouche, des quantités importantes, 3 fois par jour, parce que ça accélère la cicatrisation. D'accord. Donc quand vous êtes un peu irrité la gorge, eh bien effectivement le miel peut accélérer un peu, réparer, adoucir, voilà. Maintenant, il faut faire attention parce que c'est sucré, hein, et que le sucre peut provoquer des remontées acides, hein, qui viennent de l'estomac. Et dans l'hygiène de vie, il faut savoir que si vous vous alimentez mal, eh bien, l'estomac va sécréter un acide qui va venir tout en haut de l'œsophage, puisque ça passe par l'œsophage. Mais l'œsophage est très très près de la trachée. Et si l'acide remonte de l'estomac et vient grignoter les plis vocaux qui se trouvent tout en haut de la trachée, eh bien, on va se retrouver avec des soucis de gorge qui pique, on va tousser, on va racler, quelquefois même on peut être aphone. Alors c'est pour ça aussi, à ce niveau-là, attention au café. L'acidité alimentaire. Au café. Hein, notamment, j'ai eu une enseignante de classe prépa donc, qui n'avait pas une charge vocale très très importante, que j'ai vue arriver complètement aphone, enfin avec des difficultés vocales, qui buvait beaucoup de café. Du moment où elle a arrêté le café, ça a été beaucoup mieux. Oui. Il y a Héloïse qui demande si les problèmes de thyroïde ont une influence sur la voix. Tout à fait. Alors, quand on se fait opérer de la thyroïde, et c'est très fréquent chez la femme, eh bien, arrivé à un certain âge, mais on peut avoir ça jeune aussi parfois, il faut savoir que vous voyez, donc là, la thyroïde, c'est cette glande ici. Hein. Donc, quand le chirurgien va décoller la thyroïde, eh bien, ça va donner ça. Alors, il y a des thyroïdes qui sont... Voilà, ça va faire ça. Et vous voyez que sous la thyroïde, eh bien, il y a un nerf, et sur la thyroïde aussi, mais il y a un nerf. Bon. Et la thyroïde est plus ou moins
le nerf est plus ou moins adhérent à la thyroïde. Or, si ce nerf qui s'appelle le nerf récurrent, est adhère très fortement à la thyroïde, eh bien, ça va un peu le malmener. Et dans ce cas-là, vous risquez de vous retrouver aphone et relativement longtemps. Hein, donc, il faut vraiment une rééducation très très importante, aphone, parce que c'est ce nerf qui va actionner l'ouverture et la fermeture des cordes vocales. Donc, attention effectivement aux opérations de la thyroïde. D'accord. Mais écoutez, on arrive sur la fin de notre live. Je voulais vous signaler que vous avez l'opportunité sur la plateforme Être Prof de voir des vidéos qui ont été réalisées par Madame Loy. Normalement, vous avez déjà vu la première, il y en aura 3 autres à venir. Et puis, on va avoir l'occasion de se revoir le 23 septembre. Avec grand plaisir. Voilà, pour un live à nouveau sur la voix, mais cette fois sur la gestion dans la durée. Là, on a vu les exercices à mettre en place pour arriver en cours, comment se mettre en chauffe. Voilà. Maintenant, on va voir comment, pour le prochain live, on verra comment entretenir la voix sur la durée. On voulait aussi vous signaler que sur le site de la MGEN, vous avez l'opportunité d'aller sur l'application Vocalize, n'est-ce pas? Alors, vous avez donc effectivement 2 supports très très utiles. Une application gratuite pour smartphone qui s'appelle Vocalize, VOCAL''IZ. Qui est tout à fait gratuite et dans laquelle vous avez de nombreux renseignements et avec laquelle vous pouvez travailler un petit peu votre voix, notamment si vous êtes elle sert pour tout le monde, mais particulièrement pour les gens qui sont en rééducation ou en éducation orthophonique, parce qu'ils peuvent faire des exercices en relais de leurs séances d'orthophonie, parce que les orthophonistes ont très peu de temps. Il y a ce support-là, qui est tout à fait gratuit. Et je vous signale aussi que vous avez sur Magister, donc la plateforme de e-formation de l'éducation nationale, réalisée en collaboration, en coproduction avec votre employeur éducation nationale et MGEN, un parcours de e-formation hybride, 3 heures en présentiel, 3 heures en distanciel, qui s'appelle Optimiser et protéger sa voix, dans laquelle vous trouvez un serious game, un jeu sérieux qui s'appelle Ma voix en jeu, avec lequel vous pouvez vous entraîner justement à gérer de façon la plus écologique possible pour votre voix, à gérer les situations à risque vocal, les situations pédagogiques à risque vocal. Ça s'appelle Optimiser et protéger sa voix. Donc ça peut être vraiment très précieux pour mettre en pratique et continuer à être guidé sur le travail de la voix. Demandez à votre IEN pour avoir accès à Optimiser et protéger sa voix. Vous pouvez demander à l'IEN de vous faire participer à une formation dispensée en co-articulation éducation nationale MGEN. Vous aurez aussi une journée de la voix le 11 décembre. Ah oui, merci Peggy, j'avais oublié. On aura une très belle journée de la voix en Ile-de-France. On en fait dans toutes les régions. Nous en avons une le 9 octobre à Bordeaux et nous en avons une le 11 décembre à Paris. Ce sont des journées dans lesquelles nous réunissons artistes et professionnels de la voix, médecins, acousticiens, phonéticiens, orthophonistes, phoniatres, et des artistes, chanteurs, bien évidemment de toutes sortes, beatboxers, slammers. Et notamment la prochaine à Paris, nous aurons Cyril Dubois, qui est une victoire française, victoire de la musique 2015, qui est un de nos chanteurs, alors lyrique pour le coup, mais qui est un des chanteurs montants de la jeune génération, qui chantera le lendemain à l'Opéra Comique le rôle-titre d'un opéra de Bizet qui s'appelle Les Pêcheurs de perles. Voilà, on n'aura pas que lui, mais on aura en tout cas Cyril qui a beaucoup travaillé comme enfant, qui a participé à la maîtrise de Caen, et qui donc a su ce que c'était que de chanter la voix de l'enfant, et qui viendra nous parler de comment faire travailler aussi beaucoup la voix des enfants en classe. Très bien. Eh bien, nous vous remercions d'avoir été si nombreux. Oui. On m'indique de regarder, j'allais le dire. Donc vous avez été très nombreux pour regarder ce live qui visiblement est vraiment ressenti par nous tous comme un sujet clé. Je crois que apparemment, on n'a jamais eu autant de monde sur un live depuis les 2 ans d'existence.
Donc, merci vivement. On vous donne rendez-vous du coup le 23 septembre pour la suite. Il y a des vidéos qui vont paraître sur le site aussi, 3 autres vidéos pour vous donner des conseils. N'hésitez pas à les visionner. Par ailleurs, dans un tout autre domaine, mais on reste dans l'enseignement quand même, si vous voulez vous inscrire pour les kits de la rentrée, vous pouvez tout à fait encore le faire. Ce sont des kits qui vous permettent d'avoir des conseils et des outils pratiques pour votre rentrée. Et de la même manière, vous pouvez aussi accéder au tutorat qui est proposé par Être Prof. Donc, si vous avez envie d'avoir des conseils par un professeur un peu plus expérimenté sur tel ou tel domaine, n'hésitez pas à faire appel à nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir Corinne et encore merci. Au revoir Pierre-Guy, merci à vous, au revoir.